Bonsoir Mathieu Zagrodzki. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vous avez également coécrit ce livre « Vie, ma vie de flic », c'est chez Hugo Doc. Les manifestations antiracistes se poursuivent aux États-Unis, mais trouvent des répliques dans le monde entier. On parle de Rome, Madrid, Bruxelles et bien sûr dans notre pays. La France, où la police est à nouveau sur la sellette, avec de nouvelles révélations, des paroles racistes proférées par des policiers sur Facebook, qui ont enflammé Internet ces derniers jours. L'existence d'un nouveau groupe est à nouveau découverte tout à l'heure. Mathieu Zagrodzki, qu'est-ce que ça dit sur la police? Est-ce que ce sont des propos isolés ou est-ce que ça dit une tendance plus profonde? Disons que c'est quelque part entre les deux. On ne va pas dire que tous les policiers en France sont racistes et on ne va pas non plus se contenter de dire, comme certains, de minimiser les choses en disant que c'est extrêmement isolé. Oui, il y a du racisme dans la police, c'est pas quelque chose de nouveau. Et en revanche, ce qui est nouveau, c'est que c'est beaucoup plus visible. C'est-à-dire que comme on a des vidéos, comme celle de l'île Saint-Denis il y a quelques semaines, où des policiers sortent un homme de l'eau et puis profèrent des insultes racistes à son égard, on a des groupes Facebook, on a des posts en général sur les réseaux sociaux. En fait, il y a une plus grande visibilité de la chose. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave ou plus grave qu'avant, ça veut dire qu'en réalité, on a plus de thermomètres et on a un peu plus d'indicateurs pour voir cela. Vous avez passé des heures avec des policiers, des brigades de la BAC. Vous parlez d'une culture de la meute. Ça vous le repérez à ce moment-là? Alors, sans aller jusqu'à parler de meute, en fait, il y a une forme de mimétisme. Il y a une culture de groupe, il y a une culture de corps qui est très très forte dans la police. C'est un métier d'ordre, et puis c'est un métier où on exerce des fonctions, des missions qui sont parfois dangereuses, ce qui crée aussi une forme de solidarité. Et comme dans tous les corps professionnels, mais c'est renforcé dans la police pour les raisons que je viens d'évoquer, il y a des effets de mimétisme. Quand on arrive dans un commissariat, quand on arrive dans une brigade, on essaie de s'intégrer, on essaie de suivre l'exemple des aînés, des personnes plus expérimentées, et parfois, du coup, à reproduire certains comportements. Le chef donne le ton. Le chef donne le ton. Alors, il y a plusieurs niveaux de chef dans la police, et là, je vais parler vraiment à l'échelle du commissariat. Il va y avoir le commissaire, il va y avoir la personne qui dirige l'arrondissement ou enfin le commissariat local, et puis ensuite, vous avez une hiérarchie intermédiaire, c'est-à-dire des gens qui vont diriger les différentes brigades, et au niveau le plus bas, ce qu'on appelle le chef de bord. C'est-à-dire que c'est la personne, sur une patrouille de 3 personnes, mettons, va diriger la patrouille. Et c'est vrai que ce qu'on observe quand on tourne sur le terrain, c'est que ce qu'on appelle cet encadrement de proximité a une influence assez forte sur le comportement des hommes sur le terrain. Parce que ils donnent l'exemple, c'est eux qui donnent le là lorsqu'on exerce les missions sur la voie publique. Et alors justement, qu'est-ce qui pourrait expliquer aussi ces dérapages? Est-ce qu'il y a des objectifs, par exemple, qu'on leur impose et qui ont une explication? Bon, on peut dire plusieurs choses là-dessus. Déjà, justement, moi j'ai tendance plus à raisonner en termes de brigade, d'unité, de découper en fait la police en une unité plus fine que la police nationale ou la gendarmerie, tout en dépassant la question de ce ne sont que des individus. Les individus travaillent dans un environnement collectif, donc on ne peut pas isoler les uns des autres. Donc ça, c'est une première chose. C'est que quand vous avez un encadrement de proximité, un management qui est défaillant, voire qui encourage certains comportements, c'est ce qui va se passer. Ensuite, à partir du moment où vous allez donner un mandat aux policiers, et c'est le cas pour certains types d'unités, la BAC par exemple, leur travail, c'est de faire du flagrant délit, c'est de ramener, en gros, c'est de ramener du bâton, comme on dit dans le... Avec des chiffres à la clé. Avec des chiffres à la clé. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un agent de police à qui on demande de ramener du résultat? Vous allez faire ce qu'on appelle de la police proactive, c'est-à-dire faire beaucoup de contrôles d'identité, aller au contact. Et les contrôles d'identité, c'est ça qui, en fait, crée des tensions avec la population, et certains groupes de la population plus particulièrement, on va dire la chose très clairement, les jeunes issus des minorités, principalement dans les quartiers dits populaires, ce qui fait qu'on a une situation de tension permanente et de défiance permanente entre les deux camps. La police des polices, l'IGPN, vient de publier ces derniers chiffres aujourd'hui. Près de 1500 enquêtes judiciaires en 2019, c'est une forte hausse. Une large moitié concerne des faits de violence volontaire. Est-ce que ça veut dire que les policiers sont de plus en plus violents? Alors, ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire qu'il y a plus de violence qu'avant. Il y a aussi un contexte qu'il ne faut pas oublier, donc c'est le rapport annuel 2019. 2019 a été marqué en grande partie encore par le mouvement des Gilets jaunes. Donc forcément, ce que je disais à l'instant, plus d'interactions potentiellement problématiques, donc sur du contrôle ou sur du maintien de l'ordre, forcément plus d'incidents. Ça, c'est une chose. Ensuite, quand vous avez une hausse des chiffres sur un indicateur comme celui-ci, ça peut aussi vouloir dire que les gens portent plus facilement plainte.
ils connaissent mieux leurs droits, parce qu'on a médiatisé les questions de violences policières, les questions en fait, avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc les gens sont peut-être un peu plus conscients que ils ont le droit de porter plainte et que quelque part ça fait partie aussi du système démocratique et républicain que d'avoir une police qui est contrôlée. Et pourtant il n'y a pas forcément de résultat. En tout cas, ces policiers ne sont pas toujours sanctionnés ou suspendus. Jacques Toubon, défenseur des droits, qui rend son rapport également aujourd'hui, dénonce une forme d'impunité, dit-il. Est-ce qu'il a raison ? Disons que la difficulté, alors c'est assez compliqué à mesurer parce qu'il faudrait prendre chaque affaire, voir si la décision est justifiée ou pas. En revanche, on peut se prononcer ou émettre des hypothèses sur les causes de cela. Quand vous avez une affaire de violence policière, par exemple un contrôle qui tourne mal, c'est souvent la parole du policier contre celle de la personne qui s'estime victime. Le policier est un agent de la force publique, assermenté, dont la parole va généralement être appuyée par ses collègues, encore une fois, parce qu'il y a un effet, alors à tort ou à raison, mais il y a un effet de corps, et ce qui fait que la parole de la victime présumée va avoir peut-être moins de valeur à l'égard de l'autorité qui prend la décision disciplinaire. Alors comment on réagit ? Le chef de l'État a demandé des pistes d'amélioration. Aux États-Unis, à Minneapolis, la ville où George Floyd est mort asphyxié par le policier, une mesure choc a été annoncée. Aujourd'hui, on parle de démantèlement de la police. Est-ce que ça, c'est imaginable en France ? Non. Alors, en plus, dans le cas américain, il parle de defund, donc ça veut dire retirer les fonds, retirer le financement à la police. Alors, il y a des... dissoudre la police municipale. Il y a différentes versions plus ou moins maximalistes. C'est-à-dire qu'il y a une version qui consiste à dire on va réduire le financement de la police pour le redonner aux services sociaux et en gros à des services qui font plutôt du travail de prévention auprès des populations. Et une version maximaliste qui consiste à dire en fait on supprime la police et puis en fait on va remplacer ça par une forme de régulation citoyenne. Ce n'est évidemment pas concevable en France, on ne va pas dissoudre la police nationale ni la gendarmerie nationale. Je ne sais même pas d'ailleurs si ce serait quelque chose de souhaitable. Le cas américain est très particulier parce que les polices sont locales, elles ont un mandat local et un contrôle, on va dire... elles sont très très dépendantes en fait des sources de financement et de la fiscalité locale. On fait souvent des analogies avec justement ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez travaillé précisément sur ce sujet parce que vous avez fait une thèse sur la comparaison de ces deux polices-là. Est-ce que l'analogie était pertinente et quel est le plus grand fossé que vous repéreriez entre ces deux polices ? Évidemment, je ne vais pas vous dire que la comparaison est impertinente, étant donné qu'une grosse partie de mon travail, c'est justement la comparaison entre les deux. Comparer, c'est ce qui permet en fait de détecter ce qui est saillant d'un côté comme de l'autre. Donc c'est légitime. Et puis les histoires françaises et américaines ont certains parallélismes. L'histoire coloniale d'un côté, l'histoire esclavagiste ségrégationniste de l'autre. En gros, une histoire douloureuse, un passé douloureux dans le traitement de certains groupes de la population. Donc c'est légitime. Après, il y a d'énormes différences, évidemment, entre la France et les États-Unis. Je vais vous en donner deux. La France a un système de police qui est très centralisé, avec la police nationale, la gendarmerie nationale. Les Américains ont 18 000 services de police différents. C'est ce que je vous indiquais à l'instant. Les polices américaines sont essentiellement locales. L'autre énorme différence, c'est évidemment la létalité. Les armes à feu, la culture de la violence. Bien sûr, vous avez plus de 1000 personnes qui sont abattues chaque année par les polices américaines. En France, vous avez entre 10 et 20 personnes qui meurent du fait d'interventions de la police. Et si on prend que les morts par balle, c'est moins d'une dizaine. Pareil pour le nombre d'agents tués. En France, autour d'une dizaine d'agents de la force publique tués chaque année. Aux États-Unis, on est quelque chose autour de 150. Donc on est dans une violence par balle. Et ça joue, finalement, ça joue aussi sur le comportement des policiers, dites-vous, une sorte de conditionnement psychologique qui a un effet sur le terrain. C'est essentiel. Le policier américain, d'une manière générale, est conditionné dans l'idée qu'il peut se retrouver dans une situation où on va attenter à sa vie, que la personne en face peut être armée. Donc il va être plus susceptible de dégainer l'arme et peut-être d'ouvrir le feu s'il se sent en danger. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Mathieu Zagrodski. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée à Emmanuel Macron sous pression, des dossiers qui s'accumulent, violences policières, on vient d'en parler, crise économique, sociale. Le président doit également composer avec une note confidentielle qui a été révélée sur un éventuel remaniement. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.